Mesdames et messieurs, bienvenue à Décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous Madame Laetitia Gambolo Okuna, une femme entrepreneur et responsable de plusieurs sociétés. Elle est notamment la fondatrice du magazine Yaya. Que faut-il pour être entrepreneur et en particulier l'entrepreneuriat féminin? Quels sont les challenges à surmonter pour réussir? Sur le plan professionnel, quelles sont les clés du succès quand on a une idée? Laetitia Gambolo Okuna, nationalité congolaise. Je suis responsable de société, Letiok Production pour ce qui est de l'audiovisuel et Crêpe Multimédia en ce qui concerne la presse écrite et le branding et relations publiques. Une femme, pour qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat, il faut déjà qu'elle soit, comment je peux dire, qu'elle ait de la force pour ses projets et ses ambitions. Avoir une vraie vision de ce dans quoi elle veut s'engager et surtout avoir le soutien de sa famille parce que ce n'est pas toujours évident. On sait tous, on est des Africains, on ne va pas l'oublier. Une femme qui travaille doit impérativement avoir le soutien de sa famille, de son mari en premier et éventuellement des autres membres de la famille. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est une femme, je me répète, il faut déjà avoir une bonne assise de sa vision et de ses objectifs. Ensuite, on doit doubler de force et de caractère parce que justement on est une femme et dans un milieu professionnel, on a tendance un peu à diminuer les actions féminines. Donc cette femme-là, elle doit vraiment avoir des épaules assez solides et une vision vraiment concrète pour ne pas se perdre sur le chemin avec certaines allégations qui peuvent arriver d'une nature ou d'une autre. Comment gérer les hommes quand on est une femme et qu'on sent qu'il y a de la résistance? Comment surmonter tout cela? Je pars du principe qu'une femme est une femme et un homme est un homme. Donc chacun de nous, selon notre genre, nous avons des capacités à pouvoir surmonter des situations. On est des femmes, on est des mères, donc quand on arrive déjà à gérer une cellule familiale avec un mari et des enfants, dans le milieu professionnel, on peut y arriver si on arrive à garder son genre, ne pas chercher à devenir une autre personne que celle qu'on est réellement. Et puis ensuite, on ne peut pas travailler avec des personnes qui ne comprennent pas votre vision. Une fois que vous avez des personnes qui comprennent votre vision, ces états de caractère, on va dire, des féminismes ou de machisme, ça se perd parce qu'on respecte votre vision, on y adhère et on vous accompagne. Pour les startups, les entrepreneurs, comment passer du stade de l'idée à celui de projet et enfin au stade de l'activité concrète sur le terrain? Quelles sont les étapes et l'organisation? Je vais prendre mon exemple personnel. L'idée de créer Crêpe Multimédia, qui est la société qui s'occupe de la presse écrite et des relations publiques, cela m'a pris, on est en 2016, je veux dire, cela m'a pris 4 ans. J'ai eu l'idée au départ et après il fallait trouver des personnes ressources qui maîtrisent le métier et le domaine mieux que moi et tomber dans ce cercle-là sur des personnes qui maîtrisent mais qui le font et avec passion pour pouvoir ensuite commencer avec des petits moyens, mettre l'idée sur papier et le proposer. Et à ce moment-là, comme je dis, je reviens encore sur la vision qui est très importante parce que quand vous partagez votre vision, la personne en face comprend et voit à quel point vous y tenez et à quel point vous pouvez faire des sacrifices pour y arriver. Donc à ce moment-là, si la personne a les moyens financiers pour vous accompagner, il va vous accompagner avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, parce qu'il sait que quelle que soit l'issue du projet, vous allez quand même vous allez accomplir quelque chose de beau et de bien. Et d'autres personnes à la suite pourront prendre peut-être le relais. Mais toujours est-il, ils vous aideront à mettre votre projet un peu, comme j'ai l'habitude de dire, en lumière, pour que le monde puisse pointer du doigt dessus et que d'autres personnes puissent vous suivre. Parlons maintenant de presse écrite. Vous avez lancé un magazine. Ne craignez-vous pas la concurrence des autres médias comme la télé ou encore la radio, qui sont de consommation plus immédiate et ne nécessitent pas d'efforts et sont de plus en plus gratuits? Plus ou moins gratuits, c'est vrai. Mais ils ne sont pas réellement gratuits parce que la télé, ce qu'on nous montre a été financé par une structure derrière. Et en dehors des émissions proposées, il y a un autre message que cette structure fait passer. Et notre cerveau à nous a la mémoire visuelle est tellement importante, mais elle est éphémère. On voit tout de suite à l'écran des choses, on peut écouter une information à l'écran, mais elle ne restera pas plus longtemps que si on le lit sur un papier. Et le papier, il sera là. Vous le mettez sur une table de chevet, sur votre table basse, vous avez lu aujourd'hui, vous pouvez toujours revenir demain. L'information n'aura pas bougé, elle sera toujours là, la différence avec la télévision. Aujourd'hui, la presse écrite s'adapte au numérique avec les supports comme les tablettes, les smartphones. Comment intégrez-vous cela dans votre démarche pour pouvoir capitaliser sur tous les vecteurs de diffusion des magazines? Pour moi, tout ce qui est numérique reste dans le domaine de l'éphémère. C'est-à-dire que ça ne dure pas, ça se remplace très vite. Je ne vais citer aucune marque,
mais vous êtes dans l'audiovisuel, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, on peut avoir une caméra X et dans 6 mois ou dans 7 mois, il y a une autre caméra Y qui sort plus performante que celle que vous avez eue. Et il y a aussi ce côté médical que je ne devrais pas trop m'appuyer dessus, mais qui est quand même important. Vous savez, lire sur une tablette et lire sur du papier, ça n'a pas le même rendu dans les yeux. On se fatigue plus vite en lisant sur un écran qu'en lisant sur du papier. Et je reviens encore par rapport à l'opposition à la télévision. Mon papier, il est là, il est posé sur une table. Donc à tout moment, vous pouvez revenir sans vous fatiguer, ouvrir et relire ce que vous avez déjà lu et récupérer une information qui est peut-être passée sous silence ou sous silence à vos yeux à ce moment-là. Mais avec l'écran, il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on se fatigue vite en étant devant un écran qu'en étant devant un livre. Et c'est plus passionnant même de lire un magazine ou de lire un livre que de regarder la télé. Ça, c'est mon point de vue. J'espère que je n'aurai pas de problème avec les médias pour ça. Mais voilà, c'est mon point de vue parce que je me lance dans cette direction-là et je me dis, aujourd'hui, on lit moins. Beaucoup moins, et nos enfants lisent encore beaucoup moins que nous. Alors si on peut essayer de trouver des moyens pour essayer de ramener un peu cette jeunesse à commencer à récupérer les vraies bases pour la construction d'une culture et d'une intelligence qui est saine, pourquoi pas? Autre préoccupation au niveau de la presse, c'est la rentabilité. En Côte d'Ivoire, on a le phénomène des titrologues, les personnes qui se mettent devant les kiosques pour lire les grands titres, mais n'achètent pas, ou alors qui louent les journaux sans que les rédactions puissent en tirer bénéfice. À côté de cela, on a le marché de la publicité peu développé. Comment arriver à naviguer pour pouvoir rentabiliser l'entreprise de presse ou un magazine? Nous n'avons pas réellement une politique concrète, mais la presse papier en général vit des insertions. Et pour justement avoir à convaincre ces personnes-là, ces entreprises commerciales qui ont besoin de publicité ou d'insertion dans les magazines, tout dépend de la détermination avec laquelle vous vendez votre produit. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous que les téléspectateurs retiennent ou la vision que vous voulez faire partager? La vision que je veux faire partager, c'est que nous sommes un continent qui est très riche en termes de valeurs, en termes de personnes, en termes de ressources, et qu'il est temps aujourd'hui que l'Africain reprenne sa place dans ce qui est dans toute cette nébuleuse de mouvements. Il est temps aujourd'hui que l'Africain se reconnaisse dans sa position et qui regarde ses acquis. On n'a même pas besoin de forcer dans certaines situations. On a des acquis qui sont là. C'est juste se donner un peu de force, un peu de courage et d'accepter de souffrir un petit peu pour que nous puissions demain aller au moins challenger ceux qui se disent être au sommet du monde.